et des projets qui nous mèneront vers l'avenir. Reprise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon honorable collègue de Victoria, la circonscription voisine à la mienne. Je lui souhaite la bienvenue ici à cet endroit, au député. Et je vais répondre à une question qui a été posée au député de Victoria pour clarifier certaines choses. Alors, je vais, pendant le temps qui m'est imparti, je vais clarifier certaines choses. Le charbon exporté par la Colombie-Britannique, 95% du charbon qui est tout exporté, c'est du charbon particulier qui n'est pas brûlé directement, qui n'est pas brûlé pour produire de l'électricité. Ce n'est pas du thermocharbon. Et bon, il y a une histoire intéressante quant à ces exportations. Je pense que les montants des exportations sont bien différents. Mais c'est intéressant qu'on les Britanniques, cette histoire, puisque le charbon passe par South Surrey, White Rock, par le port de Vancouver, où on est très préoccupé localement parce que le charbon pollue l'air. Et en 2021, dans le programme électoral des libéraux, on avait promis de cesser les exportations de thermocharbon depuis le port de Vancouver. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi le thermocharbon arrive des États-Unis pour se rendre à Vancouver pour être exporté du port de Vancouver. C'est parce que sur la côte ouest des États-Unis, l'exportation de thermocharbon a été interdite pour des raisons environnementales. Alors, le Canada est bon joueur et prend ce thermocharbon des États-Unis et l'exporte vers la Chine depuis Vancouver. Nous avions un projet de loi C-33 qui est mort au feuilleton le 6 janvier à la troisième lecture. Ce C-33 aurait permis de remplir cette promesse de 2021 des libéraux pour interdire l'exportation de thermocharbon depuis le port de Vancouver. J'espère que ce projet de loi sera représenté à un moment donné. Il comprenait d'autres mesures très importantes. Alors, ce projet de loi C-33 aurait permis de mettre fin à cette pratique de l'importation du thermocharbon des États-Unis qui est exporté depuis la Colombie-Britannique. Ce serait mieux, comme on l'a expliqué, de ne pas utiliser de thermocharbon nulle part sur la planète pour produire de l'électricité. Ce n'est plus la façon la plus facile de produire de l'énergie comme ça l'était auparavant. Aujourd'hui, les panneaux solaires permettent de produire de l'électricité à plus faible coût et ce, sans les inconvénients pour l'environnement. Alors, c'est pourquoi il a été interdit dans certains endroits d'utiliser le charbon pour produire de l'électricité. C'était à cause de la pollution atmosphérique, notamment, ce qui causait des problèmes de santé, des visites à l'hôpital. Autre clarification que j'aimerais apporter. Quelle est la différence entre l'exportation de gaz naturel liquéfié qu'on trouve dans des poches de gaz naturel par rapport au fracking qu'on exploite. Donc, on exploite les gisements par fracking. C'est plus difficile d'arriver à des gisements de pétrole maintenant. Alors, c'est plus difficile de faire de la prospection et les rendements, ce sont plus les mêmes. Alors, pour arriver au bitume, il faut investir énormément de moyens et c'est ce qu'on fait dans les sables bitumineux. Quand on voit d'autres endroits du pétrole non conventionnel, c'est l'exemple qu'on peut prendre de lac mégantic. On a pris du pétrole brut qui provenait de gisements de shale. Et quand il faut aller jouer dans les gisements, dans les couches géologiques pour
trouver du pétrole, bien, c'est plus compliqué. Je reviens au gaz naturel. Le gaz naturel vient du fracking et il y a maintenant des tremblements de terre causés par ce fracking, cette fracturation hydraulique. Cette eau qu'il faut injecter jusqu'à des distances très creuses, à Colombie-Britannique, par exemple, permet de produire du gaz naturel, mais avec certaines techniques, on n'a pas les mêmes impacts sur l'environnement. Quand on utilise la fracturation hydraulique, on crée beaucoup de méthane, d'émissions de méthane, de fuite de méthane, et c'est encore plus grave que le dioxyde de carbone. Alors, si on utilise l'exemple du gaz naturel comme énergie de transition, eh bien, c'est pas vraiment une énergie de transition. Le gaz naturel plus conventionnel pourrait l'être, toutefois. Il faut se pencher sur toute l'empreinte carbonique d'une production d'énergie. Parce que le gaz naturel produit par fracturation hydraulique a la même empreinte carbonique que le charbon, par exemple. Alors, le projet du premier ministre de gaz naturel liquéfié qui a été annoncé et qui avait passé toutes les étapes d'approbation, ben, c'est un projet dirigé par un groupe de compagnies de partout dans le monde, de compagnies malaisiennes, chinoises, une autre du Vietnam, une autre de Corée, et qui ont une collaboration avec la nation ESLA. Mais ce n'est pas un projet canadien comme tel. On parle aussi parfois du pipeline Est-Ouest. Mais pour le bitumen dilué, qui est une matière solide, eh bien, il faut ce bitumen le diluer justement pour le faire circuler dans un pipeline. À lac mégantic, c'est du shale qui a explosé. C'est ahurissant la négligence qui a eu lieu. Les responsables n'ont jamais pensé que le shale pouvait exploser. Le bitumen ne pourrait pas exploser de la même façon. Le bitumen, c'est solide. On ne pourrait même pas l'allumer, même si on mettait une torche de feu à côté. Maintenant, on a un pipeline au Canada. Le Canada paye 34 milliards de dollars pour ce pipeline. Et on se dit, bon, si on pouvait amener le bitumen vers le littoral, on pourrait se débarrasser de ce différentiel de prix. C'est difficile d'avoir un bon prix pour le bitumen par rapport aux autres formes de pétrole. Mais c'est parce que le bitumen, c'est même pas du pétrole brut synthétique. Alors, quand le bitumen arrive à sa destination, il faut enlever le diluant et ça produit une toute autre substance. On se retrouve avec ce morceau de bitumen et il faut encore le raffiner. Les raffineries à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de construire une installation pour ce faire. Alors, quand il y avait une proposition pour le faire par le privé, c'était pour le transporter par pétrolier pour qu'on le transporte ailleurs. Donc, que se passe-t-il maintenant qu'on a un oléoduc jusqu'à Burnaby pour exporter du bitumen dilué? Eh bien, il y en a une partie qui se rend en Chine. Mais comme je le disais,
Le bitume, c'est un solide. On n'obtient pas plus d'argent que si on le vend aux États-Unis parce que c'est très cher à produire pour obtenir du pétrole synthétique par la suite. Bon, j'essaie de faire signe à l'honorable député que son temps est écoulé depuis un petit moment maintenant. Well, I wish I could. J'aimerais pouvoir donner plus de temps à la députée. C'est impossible, l'honorable député de Central Newfoundland. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander à la partie du Parti vert, est-ce qu'elle connaît son empreinte carbone lorsqu'elle voyage de Vancouver ici pendant une année? Et est-ce qu'elle envisagerait peut-être venir à Ottawa, soit à pied ou en cheval peut-être pour réduire son empreinte carbone? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je suis très au fait de mon empreinte carbone, c'est pourquoi j'achète des crédits compensatoires et c'est pourquoi je n'ai pas pris l'avion pour des voyages personnels depuis 15 ans. Je trouve que je suis plus efficace lorsque je suis ici en personne que par Zoom et je remercie le député d'avoir posé la question. De Rivière-du-Nord. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je remercie notre collègue du Parti vert pour son discours et je connais son expertise en la matière. J'aimerais l'entendre sur un aspect. Si on continue comme ça, là, si on dit, OK, on abolit le plafond des émissions de gaz à effet de serre, autrement dit, on laisse ça aller, on garde la même situation qu'on avait au cours des années précédentes, les objectifs de l'accord de Paris, on laisse ça de côté. Si on fait tout ça, là, il va arriver quoi? Quelle est, à son avis, la conséquence pour l'ensemble des Québécoises, Québécois, Canadiennes, Canadiens, d'un relâchement comme celui que proposent les libéraux? The Honourable Member for Saanich Gulf Islands. Et merci à mon collègue du Bloc québécois de Rivière-du-Nord. Les conséquences sont vraiment graves. Les scientifiques du GIEC sont clairs et unifiés dans leur avis. Maintenant, il reste une menace pour la termination de la civilisation humaine si toute l'humanité et sous les économies de la planète continuent d'ignorer la menace. On doit agir, le temps presse, mais ce n'est pas trop tard. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais que la chef du Parti vert nous donne son opinion sur deux choses. D'abord, par le passé, elle a parlé de fermer des oléoducs. Deuxième chose, quelles seront les conséquences si le Canada n'a pas de pétrole ou n'a pas d'oléoduc? Donc, quelles seront les répercussions immédiates et peut-être les répercussions à plus long terme? Ici, je pense plus particulièrement aux emplois et aux revenus gouvernementaux, que ce soit à l'échelle fédérale ou pour les provinces. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie le secrétaire parlementaire. Bon, nous savons que nous sommes confrontés à quelque chose de difficile. Il faut cesser de dorer la pilule. Lorsque j'entends que l'économie et l'environnement peuvent aller de pair, bon, je me dis toujours que c'est un peu comme Thelma et Louise qui se tiennent la main lorsqu'elles conduisent par-dessus le précipice. Bon, la réalité est simple. Plus on attend, plus ce sera difficile. Donc, on doit trouver comment décarboner rapidement et quels seront les secteurs qui en profiteront le plus. Les nouvelles technologies. Le pays qui aura le réseau électrique propre le plus rapidement, le réseau électrique Est, Ouest, Nord, Sud, sera celui qui en profitera le plus. C'est pourquoi il faut garder le plafond sur les émissions. Questions et commentaires, l'honorable député de Calgary, ou plutôt Fort McMurray, Cold Lake. Merci, Madame la Présidente. Bon, je ne sais pas trop où commencer par rapport au discours qui vient d'être fait par la députée du Parti vert qui a passé l'ensemble de son temps pour véhiculer de fausses informations et des choses qui ne sont pas vraies par rapport à un secteur en plein essor au Canada. Le Canada a une abondance de ressources naturelles. Nous avons
une occasion qui se présente à nous. On peut continuer à développer nos ressources naturelles ou on peut les laisser dans le sous-sol. Bon, je sais que ma collègue pense qu'on devrait les laisser dans le sous-sol. Le problème, c'est que le Canada importe 1,5 milliard de barils de pétrole par jour. Donc, est-ce qu'on veut du pétrole canadien ou est-ce qu'on veut du pétrole qui vient de dictateurs? Qu'en pense ma collègue? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Bon, je remercie mon ami de Fort McMurray Cold Lake. Je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit qui est de la mésinformation. Mais si... En fait, la position du Parti conservateur, c'est qu'on ne devrait importer aucun baril de pétrole. On devrait seulement utiliser du pétrole canadien. En fait, la seule raffinerie au Canada qui utilise